a este acto. Tiene, por lo tanto, la palabra Stéphane Michonneau, y muchas gracias, Stéphane, por esta colaboración. Bueno, pues nada, solo decir que muchísimas gracias. De hecho, la colaboración entre la Casa Velázquez y la Universidad Autónoma de Barcelona ahora es una relación muy fuerte, muy intensa, y se va desarrollando muchísimas actividades y bueno, pues yo creo que era muy natural y muy provechoso para todos que pudiéramos compartir las dos clases magistrales que Carlos Sola dará en Madrid, ¿no? Entonces, esa hoy en día y mañana en la Casa de Velázquez a las 5 en la sala principal de la Casa de Velázquez. Agradecer realmente sinceramente a las autoridades de la Universidad Autónoma, a Antonio Cascón, el decano de la facultad, a Margarita Alfaro, que desde el principio realmente fueron muy entusiastas se dice, ¿no? Entusiastas, ¿verdad? Entusiasmos es en francés. Para acogernos y por supuesto a Jesús Gómez, que ha hecho todo posible. Entonces, muchísimas gracias para su acogida. Pues muchísimas gracias también, Stéphane, y a continuación tiene la palabra Jesús Gómez. Gracias. Buenos días. Además de agradecer a todos los presentes su asistencia, quería dar especialmente las gracias, en primer lugar, a Margarita Alfaro, doña Margarita Alfaro, vicerrectora de Cooperación y Extensión Universitaria, por su presencia y por sus palabras con las que nos han acompañado para abrir este acto en representación institucional de la Universidad Autónoma. Quería agradecer también la presencia de Monsieur Stéphane Michonneau en representación de la Casa de Velázquez, una institución del fomento, muy conocida por el fomento de las relaciones culturales hispano-francesas, con un largo arraigo en la vida cultural universitaria madrileña. Y por haber propiciado este encuentro, sobre todo, ¿no? Y por supuesto, quiero dar especialmente las gracias a nuestro invitado, el profesor Carlos Sola, porque ha aceptado intervenir en la Universidad Autónoma para esta clase o esta conferencia, que podemos considerar sin duda alguna una clase verdaderamente magistral, dada la relevancia de su figura docente e investigadora, que voy a glosar de manera sucinta. Ante todo, quisiera subrayar la dimensión europea de la trayectoria académica del profesor Ossola. Me refiero a su docencia, en primer lugar, desde la Universidad de su Turín natal, pasando por la Universidad de Ginebra, Padua y de nuevo Turín, hasta su nombramiento en el prestigioso Collège de France, donde desde el año 2000 desempeña la cátedra de Littérature Moderne de l'Europe Néo-Latine, cuya denominación indica ya con claridad que se trata de una perspectiva comparatista que corresponde aproximadamente a la literatura románica, no exactamente, pero aproximadamente. Y esta perspectiva comparatista se ve en su trayectoria no solo docente, a la que acabo de hacer o de aludir, sino que se ve en su trayectoria investigadora y en sus publicaciones, puesto que se ha ocupado de escritores italianos, desde Dante a Ungaretti, pero no solo, sino también de otros escritores del área románica, como los franceses, y también, por lo que aquí nos interesa, escritores españoles, de los cuales se ha interesado por San Juan de la Cruz o por Juan de Valdés. Esta misma dimensión internacional se percibe además en su interés por las grandes categorías clasicistas del Renacimiento y del Barroco, que tienen una dimensión europea insoslayable. Y esto nos lleva también a ubicar, se puede ver inicialmente en el interés que ha mostrado por el cortesano de Castiglione, por ejemplo, por la dimensión europea de este ideal de uomo di mondo, que llega prácticamente hasta la Revolución Francesa en toda Europa. Y entre Renacimiento y Barroco se ubica precisamente la escritura de la obra, que está en el centro del canon literario occidental y europeo,
que es El Quijote de Cervantes, clásico por antonomasia de la literatura española, al que se va a referir a continuación, tomando como referencia la figura de su inseparable escudero Sancho Panza. Va a hablar de la paradoja del mentiroso y la filosofía de Sancho Panza. Tiene la palabra a continuación. Muchas gracias. Madame le vice-recteur, monsieur le directeur, chers collègues, mesdames, messieurs, chers étudiants. Je suis très honoré de prendre la parole dans cette université, invité par la Casa Velázquez et l'ambassade de France, et reconnaissant de la confiance dont vous me témoignez en écoutant des propos autour d'un texte et d'un sujet que vous connaissez tous mieux que moi. Si je vous propose aujourd'hui un chapitre du Quichotte, qui a été évoqué, et peut-être vous l'avez lu, bien célèbre, c'est parce que j'ai l'espoir de vous montrer l'importance de la contribution française, et notamment de Marcel Bataillon, à la compréhension du Quichotte au XXe siècle. Donc c'est dans cette perspective, je ne veux pas imposer une lecture qui serait évidemment superflu dans ce contexte, mais plutôt la contribution venant de Marcel Bataillon. Donc ce XXe siècle qui commence juste à la veille du centenaire de la première édition de la première partie du Quichotte, avec la vida de Don Quichotte y Sancho de Miguel de Unamuno, 1905. J'ai ici une édition portable, édition Cattedra, qui me semble bonne, e me disculpe por mi lectura del castellano. El prólogo dice: apareció en primera edición esta obra en el año 905, coincidiendo por acaso, que no de propósito, con la celebración del tercer centenario de haberse por primera vez publicado el Quijote. No fue, pues, una obra de centenario. Donc, l'auteur même reconnaît que son interprétation se situe dans le centenaire de cette première édition du Quichotte. Nous savons que ce texte si important suggère constamment, c'est à discuter bien évidemment, un parallèle entre Don Quichotte et Ignace de Loyola, Inigo de Loyola, et entre Don Quichotte et Sainte Thérèse d'Avila, constamment. Et d'abord, pour commencer, déjà, quand il s'agit de la formation du chevalier, del caballero, notre auteur nous dit: «No os recuerda esta salida», la première sortie de Quichotte de son pays, de son village, «no os recuerda esta salida, la de aquel otro caballero de la milicia de Cristo, Íñigo de Loyola, que después de haber procurado en sus mocedades de, cita, aventajarse sobre todos sus iguales y de alcanzar fama de hombre valoroso y honra y gloria militar, y aún en los comienzos de su conversión, cuando se disponía a ir en Italia, siendo muy atormentado de la tentación de la vanagloria y habiendo sido, antes de convertirse, muy curioso y amigo de leer libros profanos de caballería». Es la vida del bienaventurado padre Ignacio de Loyola, escrita por Pedro de Rivadeneira. Íñigo y Quijote tienen los mismos libros de caballería por Unamuno.
Deuxième parallèle entre Inigo et Quichotte est l'aventure, la rencontre avec les marchands dans la première partie du livre. Esta aventura de los mercadores trae a mi memoria aquella otra del caballero Inigo de Loyola que nos cuenta el padre Rivadeneira en el capítulo 3 del libro primo de su vida, cuando, yendo Ignacio camino del Monserrate, topó a caso con un moro de los que en aquel tiempo quedaban en España, en los reinos de Valencia y Aragón, y comenzaron a andar juntos y a trabar plática, y de una en otra vinieron a tratar de la virginidad de pureza de la gloriosísima Virgen Nuestra Señora. C'est un passage important qui a été repris récemment par Roland Barthes dans un chapitre merveilleux de Sade Fourier Loyola, mais c'est un chapitre que Roland Barthes laisse inaccompli. Parce qu'à un moment, ces deux Loyola se trouvent face ou bien à tuer celui qui est blasphématoire par rapport à la Vierge, ou bien à le laisser partir en pardonnant quelqu'un qui ne devrait pas être pardonné. Et alors, à ce moment-là, Roland Barthes même laisse tomber la vie de Loyola. Si vous prenez maintenant la Sade Fourier Loyola, pour chacun des deux autres, il y a une vie. Pour Loyola, il y a 3 lignes. Moi, j'ai consulté le manuscrit d'origine de Roland Barthes et arrivé sur ce point-là, Barthes même s'arrête. Très curieux, mais pour vous dire que c'est un chapitre qui a travaillé la mémoire des interprètes de Loyola. Troisième point que nous pouvons lire, toujours dans ce texte assez curieux, c'est l'idée qu'il faut, pour être chevalier, buscar aventuras. Et buscar aventuras, c'est de la segunda salida de nuestro buen caballero Don Quijote de la Mancha. Et là aussi, Unamuno retrouve un passage, à son avis, parallèle chez Loyola, toujours bien sûr dans la vie de Rivadeneira. También para disuadir a Inigo de Loyola de que saliese a buscar aventuras en Cristo, aventuras en caballero, aventuras en Cristo, lo uno y lo otro, acudió su hermano mayor, Martín García de Loyola, para que no se arrojase a cosa que no solo nos quite lo que de vos esperamos, le dio, según el Rivadeneira, sino también mancille nuestro linaje con perpetua infamia y deshonra. Donc, les deux, au même moment, Inigo et Quichotte, sont persuadés, ou on essaye de les persuader, de ne pas commencer ces aventures, autrement, il y aurait une deshonra pour toute la famille. Donc, et quatrième, mais je ne vais pas insister parce que le livre est plein de ce parallèle, dans le chapitre 29, que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y al barbero sucedió en la misma sierra, eh bien, encore une fois, pour el cura y el barbero, il y a un chapitre, mais je ne vais pas vous lire là, de Rivadeneira au livre 3, chapitre 6, où il y a une rencontre plus ou moins parallèle et une aventure semblable. Pour l'instant, je ne vais pas faire de commentaires. Moi, je vous dis simplement les choses telles qu'on peut les lire dans le livre. Même chose donc pour Thérèse d'Avila, évoquée souvent à la fin du livre. Le livre d'Unamuno est très bien construit. Quichotte et Sancho, au commencement, Ignace de Loyola, à la fin, Sainte Thérèse, qui occupe la partie finale du livre, et notamment le chapitre 68,
avec le refrain célèbre que là, il a raison, évidemment, d'évoquer parce que c'est l'un des poèmes aussi de Thérèse d'Avila, « Así el vivir me mata », d'un côté et de l'autre. Hein. Así el vivir me mata, que la muerte me torna a dar la vida, oh condición no oída, la que conmigo muerte y vida trata. Et notre auteur, Unamuno, tisse ce commentaire, maravillosa sentencia en que se declara lo más íntimo del espíritu quijotesco. El verso es sin duda el lenguaje natural de lo profundo del espíritu. En verso compendiaron San Juan de la Cruz y Santa Teresa lo más íntimo de sus sentires. Donc c'est comme si Cervantes et disons Quichotte étaient le point de réunion et presque, je dirais, la synthèse de la formation de la spiritualité de Saint Ignace de Loyola et de Sainte Thérèse. C'est un chapitre court, 2 pages, mais c'est vraiment à la fin du livre, vous voyez, à la fin du livre, comme si Unamuno voulait faire cette synthèse. Et donc, c'est à ce titre que le volume se présente comme une sorte d'épopéia christianas. Hein. Évidemment, c'est une lecture très déterminée. Le Quichotte devient une épopéia christianas. Ceci vraiment aux dernières pages. Je pourrais vous lire le passage. Oh Dios mío, tú que diste vida y espíritu a Don Quijote en la vida y en el espíritu de su pueblo. Je laisse entre parenthèses l'idée de Unamuno que, disons, el sueño, pobreza son el corazón mismo de la identidad española en el Quichotte. Un autre chemin dans ce volume qui double presque ce premier niveau si évident et qui apparaît ici à la fin. Tú que inspirastes a Cervantes esta epopeya profundamente cristiana, tú Dios de mi sueño, etc. Donc c'est un peu comme si à la fin, je n'ai pas le temps de vous expliquer cela, mais vous le retrouverez, Quichotte devenait le frère de Sigismundo et le frère de l'autre grand auteur contemporain, donc de la Vida es Sueño. Unamuno essaye d'en faire vraiment une espèce de synthèse de cette tradition qui serait presque l'identité même de la tradition espagnole. Mais voilà le point délicat, c'est le point à mon sens le plus difficile aujourd'hui à soutenir, mais il faut bien sûr le lire. Unamuno ne s'arrête pas là, dans cette idée d'épopée chrétienne et identité de l'esprit espagnol, et avance un propos encore plus radical, et c'est là que la chose, comme c'est vraiment la dernière page, commence à devenir difficile, contre las tinieblas de la lógica. Voilà le passage. Toujours, c'est une espèce de tu qu'il adresse à Dios mío. Il dit, fundaste este tu pueblo, el pueblo de tus siervos, Don Quijote y Sancho, sobre la fe en la inmortalidad personal. Mira, Señor, que es esta nuestra razón de vida y es nuestro destino entre los pueblos el de hacer que esta nuestra verdad del corazón alumbre las mentes contra todas las tinieblas de la lógica y del raciocinio. Évidemment, c'est quelque chose de très radical et vous pouvez bien imaginer qu'il est évident qu'une telle thèse ne pouvait pas durer. Et
à la veille du centenaire de la mort de Cervantes, c'est-à-dire en 1914, Ortega y Gasset publie, et cette année, c'est pourquoi je me suis permis de vous proposer cette lecture, cette année c'est aussi le centenaire des Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset. Donc je rends un petit hommage à Ortega pour ce livre où, sans presque le citer, il s'oppose toto cielo à la thèse de Unamuno. Nous avons vraiment une polarisation. Aucun auteur n'a fait, dans mes lectures au moins, a fait une telle radicalisation chez des grands esprits, Unamuno, Ortega, que la lecture de Quichotte. C'est presque, je dirais, une manière pour mesurer l'esprit du temps, prendre la réception de Cervantes dans les différents siècles, notamment au XXe. On se trouve face à des polarisations radicales, dont celle-ci est peut-être la plus éclatante. Il suffirait de lire quelques-unes de ces remarques pour montrer que pour Ortega, le Quichotte est tout autre chose. Il ne s'agit plus d'une épopée chrétienne entre deux traditions mystiques, du reste l'une est associée à l'autre, qui se réunissent dans l'héritage du Quichotte, qui va devenir comme ça le grand exemplaire, le modèle de l'identité espagnole en toute Europe. J'ouvre une petite parenthèse. N'oublions pas que quand Unamuno écrit, Dostoïevski venait d'avoir un très grand succès en Europe avec son Idiot, l'Idiot de Dostoïevski. Mais la Pléiade a publié un tome entier des cahiers préparatoires de l'Idiot, du prince Mishkin. Eh bien, dans ces cahiers préparatoires, Dostoïevski dit constamment « Idiot égale Quichotte égale le Christ ». Donc, il y a déjà quelque chose qui vient de loin. C'est-à-dire que la réception, surtout russe, de Quichotte, du Quichotte, amplifie, pour ainsi dire, cette idée que le pauvre, le fou, le marginal total est l'héritier véritable de la tradition chrétienne. Et nous trouvons également un autre témoin qui est pourtant d'une autre tradition, c'est un expatrié, d'accord, comme Dostoïevski, Tourgueniev, qui écrit un petit apologue, Quichotte versus contre Hamlet. Hamlet est l'homme du raisonnement, des doutes, du possible, tandis que, non, Quichotte est l'homme de l'engagement à fond perdu, en pure perte, pour ainsi dire. Et là aussi, Tourgueniev contribue à ce mythe de Quichotte. À la limite, on pourrait dire que Unamuno hérite aussi bien d'une certaine tradition purement espagnole, mais aussi d'une tradition russe, et je dirais qu'il est presque à la fin de ce chemin. Quand donc Ortega intervient, évidemment le territoire est bien marqué, mais alors il renverse complètement la perspective. Et je me permets de vous lire quelques passages. J'ai pris à mon tour, là bien sûr, comme on faisait autrefois dans les cours universitaires, je dialectise un peu les positions des deux, mais il faut les dialectiser pour faire mieux apparaître leur position. Après, on pourra tout nuancer ensemble, mais lisons d'abord quelle est la perspective de ces méditations de Ortega.
Alors, tout d'abord, il lance déjà une flèche contre l'idée d'une épopée chrétienne. Ça n'existe pas. Et il dit, voilà, Dios es la perspectiva y la jerarquía. El pecado de Satan fue un error de perspectiva. Donc, Dieu même n'est que perspective, c'est-à-dire dépend du point de vue, comme le Quichotte même. S'il y a une mise en scène, je résume les chapitres précédents. La thèse de Ortega est le Quichotte même est un jeu de perspective. Quand Sancho et Quichotte parlent, il y a deux perspectives. Il y a la perspective de Sancho qui aurait besoin au moins d'une île réelle où exercer le gouvernement promis par Quichotte, et d'autre part, il y a Quichotte qui a, on dirait aujourd'hui, une espèce d'impératif absolu, et qui est donc inconditionné. Son idée n'a pas besoin d'être confirmée par les choses, tout au contraire. Même si les choses se présentent sous forme de pourceaux, sous forme de ailes de moulin, sous forme, etc., eh bien, ça c'est une pure contingence, puisque lui, il est fidèle à l'absolu qui n'a pas besoin de confirmation dans le réel. Bon, dans le dialogue entre deux personnages comme ça, il est absolument nécessaire qu'il y ait un échange de points de vue. Alors, Ortega radicalise jusqu'au bout et il dit, mais au fond, leur dialectique de point de vue est la même que nous pouvons appliquer à Dieu, et donc même le péché de Satan, el pecado de Satan, fue un error de perspective. Donc, vous voyez, c'est vraiment une opposition radicale. Et il avance encore en disant que dans sa perspective, et ce livre deviendra après important pour la philosophie même de Ortega dans les années 20, donc l'Ortega qui sera connu partout en Europe, quand il dit le livre de Cervantes est un livre d'occasion et de contingence. Et en summa, la reabsorción de la circunstancia es el destino concreto del hombre. C'est-à-dire que finalement, ce que nous, c'est un peu difficile, il faudrait avoir tous les textes de Ortega, mais j'essaye de vous l'expliquer. Nous sommes dans une espèce d'archipel de circonstances, d'événements discontinus. Nous sortons d'ici, après, bon, il y a un feu qui peut être vert ou rouge, nous pouvons prendre ou perdre le tramway, le bus, nous pouvons aller ou ne pas aller ici ou là, tout est discontinu. Alors, le propre de l'homme, ce qui fait sa unité d'abord, et puis aussi sa dignité, est réabsorber toute cette discontinuité événementielle dans une identité que nous fabriquons, nous, chacun de nous à nous-mêmes. En summa, la reabsorción de la circunstancia es el destino concreto del hombre. Et surtout, la partie plus extraordinairement opposée à la lecture faite par Unamuno est une partie qui me laisse aujourd'hui encore surpris à cause de son caractère, je dirais presque prophétique par rapport aux études qui ont suivi. Et je vous lis le passage célèbre, mais il est opportun de le lire encore une fois. C'est le passage où il dit que finalement, et là il se réfère aux novelas exemplares, au nouvel exemplaire de Cervantes, un recueil très important, je n'ai pas le temps de m'arrêter, mais si vous avez le temps, allez lire au moins
la nouvelle du Licenciado Vedriera, l'un des textes les plus beaux de toute la littérature mondiale. Hein. Vraiment, c'est un texte, une somme, on aurait dit autrefois. Et justement, en prenant à la lettre, pourquoi Cervantes donne ce titre à des recueils qui sont si perturbants, pour ainsi dire, et voilà sa réponse. Lo de ejemplares no es tan extraño. Esa sospecha de moralidad que el más profanos de nuestros escritores, los más profanos, pas du tout épicrétien, el más profano de nuestros escritores vierte sobre sus cuentos, pertenece a la heroica hipocresía ejercitada por los hombres superiores del siglo XVII. La héroïque hypocrisie. Et après, il fait tout un paragraphe sur les grands esprits qui ont assumé, sans quitter l'Église, cette héroïque hypocrisie. Tout d'abord Galilée, et deuxièmement Descartes. Descartes es el siglo en que Descartes apenas descubre el principio de su método, que va a ser de la théologia anci la philosophie, c'est-à-dire que la théologie devient servante de la philosophie et non plus le contraire, corre a Loreto para agradecer a Nuestra Señora la ventura de tal descubrimiento. Donc c'est une page très polémique, en disant, voilà, ces grands esprits du XVIIe sont en réalité des hypocrites héroïques, parce que d'un côté cherchent la vérité de la méthode des sciences, et d'autre part font une espèce de révérence à cette tradition. Là aussi, je ne fais pas de commentaires, mais toujours au point de vue simplement de l'histoire événementielle, il faut quand même rappeler que le mythe, en tout cas, de la Vierge de Loreto était extrêmement répandu à l'époque. Et n'oublions pas que Montaigne, quand il fait son voyage en Italie, Montaigne, pourtant, ce qu'on a aimé appeler comme le prince des sceptiques, d'abord, il souhaite avoir le titre de citoyen romain, et il ne part pas de Rome sans avoir ce titre. Et puis, en rentrant, il a deux problèmes. Le premier, comment se soigner, parce qu'il avait le mal de la pierre, et deuxièmement, comment avoir un bon souvenir de cette expérience. Alors, il fait un itinéraire paradoxal, même aujourd'hui avec les autoroutes, c'est-à-dire il part de Rome et il va à l'est, en traversant les Apennins, à Loreto, et comme il est toujours consciencieux, il attend que les ex-voto en argent soient placés vraiment au plus intérieur de la cellule, tout près de la Vierge. Il veille à cela, pour lui, pour son épouse et ses enfants, 3. Et puis, il part et va au bain de Luc, et il retraverse l'Apennin vers est pour se soigner du mal de la pierre. Donc, vous voyez, c'était quelque chose qui était déjà inscrit dans l'histoire culturelle du XVIe et du XVIIe siècle. Donc, il faudrait un peu nuancer. Le pauvre Descartes n'a fait rien d'indu, il a fait ce que tout le monde faisait à l'époque. On a pris l'exemple de Montaigne et de Descartes. Prenons un Anglais, un grand poète anglais, Crashaw, dans la perturbation des guerres qui ont et aussi des tueurs ont suivi au passage d'Henri VIII à l'église, ainsi dite après anglicane, avec l'assassinat de Thomas More et tout ça. Bien, Crashaw, un peu après,
quelques décennies après, quitte l'Angleterre pour aller lui aussi, mais même à terminer ses jours à Loreto. Donc c'est une constante européenne, il ne faut pas trop accabler le pauvre Descartes pour quelque chose qui était inscrit dans la culture du temps. Mais c'est important de remarquer cette héroïca hypocrisia. Alors ce texte devient après, à mon sens, une formule très importante. Louis Verdun-Saulnier, qui a été l'un des grands maîtres du XVIe siècle français, a inventé une formule qui dépend en réalité de ce texte de Ortega en disant qu'entre les querelles religieuses du XVIe, il y a eu une petite réserve érasmienne du reste qu'il appelle les ésuchistes, c'est-à-dire ésuchistes, ésuchia, silence, les silencieux, qui ne sont ni d'un côté ni de l'autre. Il se réfère au Cymbalum Mundi, donc un ouvrage qu'il pense être à mi-parcours entre les catholiques et les réformés, et puis il trace toute une lignée qui va dans cette direction, une espèce d'érasmisme un peu caché, et après nous pourrions même arriver à la formule de Carlo Ginzburg, c'est-à-dire les nicodémites, ceux qui, comme Nicodème, cherchent la vérité la nuit et pendant le jour respectent les normes, les formules, donc ceux qui savent se masquer, se cacher, ne pas s'opposer et être comme des silènes, comme des silènes. La formule est d'Erasme, Sileni Alcibiadis, aussi bien on la trouve chez Rabelais. Même le prologue de l'auteur au lecteur nous donne cette définition. Et c'est pourquoi il conclut finalement qu'il ne s'agit pas du tout d'une tradition chrétienne, mais il s'agit de quelque chose qui est entre l'esthétique, la métaphysique et l'éthique. Su tema es tanto, por lo menos, como estético, metafisico y ético. Yo lo llamaría théopoète, poétique du divin, théopoète, donc une espèce de poétique de ce qui se réfère aux éléments qui vont au-delà de l'homme. Il est évident que ces thèses si radicales, j'ai un peu simplifié bien sûr, ont polarisé la lecture du Quichotte, disons, entre la mystique, Thérèse d'Avila, et le relativisme probabiliste. Dieu n'a qu'une perspective. Pour en sortir, cette lecture, n'oublions pas que cette lecture a été tellement contraignante que finalement le texte de Cervantes est devenu une espèce de drapeau pour tel ou tel parti philosophique au lieu d'être un laboratoire de lecture, d'herméneutique du texte. Pour en sortir, je vous propose deux choses. D'abord, une lecture à partir de Sancho et deuxièmement, une lecture à partir de Marcel Bataillon, qui est lecteur, bien évidemment, quand il se forme en France. Il est lecteur de ces deux thèses si opposées. Et il a tout son malaise, comme nous tous, face à deux thèses si opposées, de deux grands esprits. Qu'est-ce qu'on fait alors maintenant ? J'aime bien prendre, disons, la perspective, là je suis un peu du côté Ortega, la perspective de Sancho, tout comme je prends un autre chef-d'œuvre, cette fois italien, dans les Promessi Sposi, j'ai proposé dans un livre récent de sortir de la polarisation jansénisme baroque. Le sous-titre de ce roman célèbre est Histoire milanaise du XVIIe siècle, et vous avez tous les ingrédients baroques imaginables et possibles, c'est-à-dire Don Ferrante qui croit à l'astrologie, qui ne croit pas à la science,
il y a tout ce qui est le plus noir, c'est-à-dire la peste et les images presque goyesques de la peste. Et d'autre part, il y a le jansénisme le plus radical, c'est-à-dire surtout dans les ébauches, il y a un paragraphe fort heureusement aboli, effacé dans la rédaction finale, où Manzoni met en scène, avant de parler des crimes de la nonne de Monza, les crimes de la monaca di Monza, met en scène un dialogue entre l'auteur même et un représentant de Port-Royal, et le dialogue a ce contentieux. Si Racine, l'un des hommes de Port-Royal, devait choisir entre le fait de brûler ses tragédies et rester fidèle à Port-Royal, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et l'auteur dit « moi je serai le premier à lui donner le bouquin de ses tragédies afin qu'il le brûle plus rapidement. » Vous voyez, donc, d'un côté, il y a un jansénisme radical, et d'autre côté, il y a, je dirais, la floraison la plus, je dirais, la plus étouffante du baroquisme. Alors, comment résoudre le problème? Eh bien, j'ai proposé justement de lire, comme maintenant je vous propose de lire à partir de Sancho, de lire le roman à partir du seul personnage qui est en scène depuis le commencement jusqu'à la fin, c'est-à-dire le pauvre Don Abbondio, celui qui est le plus fragile, qui obéit à tous, bien sûr, surtout aux méchants, mais qui a aussi sa philosophie. Il est celui qui représente la critique la plus radicale à tout héroïsme. Quand il y a ce grand pécheur qui a fait toutes sortes de meurtres et qui se convertit au cardinal Federigo, et donc après on appelle à ce pauvre curé pour ranger un certain nombre de problèmes qui avaient empêché le mariage de ses fiancés, il dit « Ah, mais est-il possible qu'on ne puisse pas vivre tranquillement dans sa maison, en s'occupant du quotidien, et que pour être des bons chrétiens, il faut toujours être héroïque. » Voyez, c'est une thèse que nous pourrions trouver chez Sancho. Du reste, mon maître avait écrit un chapitre magnifique sur les dettes que Manzoni a, en effet, par rapport à Cervantes, et notamment le rapport Sancho-Don Abbondio. Mais justement, venons à Sancho. Très curieusement, c'est précisément Unamuno, c'est-à-dire le théoricien le plus, je dirais, le plus solide du caractère héroïque de Quichotte, c'est précisément Unamuno qui nous donne une clé en nous disant que Sancho a une foi que se alimenta de dudas. C'est très curieux avec quelque chose qui est exactement le contraire. La fe de Sancho en Don Quijote no fue una fe muerta, es decir, engañosa, de esas que descansan en ignorancia. No fue una fe de carbonero, ni menos fe de barbero, descansadora en hechos reales. Era, por el contrario, fe verdadera y viva, fe que se alimenta de dudas. Voilà, déjà, chez Unamuno, je dirais, l'argumentation de temps en temps a des failles, et il est obligé de reconnaître ce caractère d'une foi qui se nourrit de doutes chez Sancho. Il arrive même à dire, en renversant donc toute perspective qui est la sienne, que le Quichotte même n'existerait sans Sancho. Alors c'est un passage magnifique qu'il faut absolument lire,
sin Sancho. Don Quijote no es Don Quijote. Y necesita el amo más del escudero que el escudero del amo. Cosa triste, la soledad del héroe. ¿Por qué los vulgares, los rutineros, los Sanchos pueden vivir sin caballeros andantes? Pero el caballero andante, ¿cómo vivirá sin pueblo? Y es lo triste que necesita de él y ha de vivir, sin embargo, solo. Oh soledad, oh triste soledad. Bien, évidemment, vous voyez que finalement, Unamuno regrette que le Quichotte, le chevalier, puisse avoir besoin de Sancho. Mais en même temps, il est obligé de reconnaître que sans Sancho, Quichotte serait moins héroïque. Don Quijote no es Don Quijote, y necesita del escudero. Y necesita. Et du reste, nous le voyons. D'une certaine manière, la grandeur ironique et paradoxale du Quichotte est presque amplifiée par la présence, par les arguments de Sancho. Mais Cervantes, à mon sens, fait bien plus que cela, bien plus que ce que Unamuno lui reconnaît. Dans la seconde partie du Quichotte, il montre bien toutes les qualités du gouverneur Sancho. Quelqu'un qui est, ce Sancho gouverneur, avisé, connaît la philosophie, le droit et même, et voilà le texte que je vous ai proposé, les règles du syllogisme et du paradoxe. Je voudrais donc insister sur cette deuxième partie du Quichotte. Personnellement, mais c'est je soumets cela à votre jugement. Personnellement, je crois que la seconde partie du Quichotte est absolument fondamentale. S'il n'y avait que la première, ce serait peut-être une espèce de roman picaresque, roman d'aventure, mais il n'y aurait pas l'immense grandeur d'un roman en miroir. Les protagonistes qui rencontrent Quichotte et Sancho ont déjà lu la première partie et le caballero est extrêmement gêné de voir comment il est interprété par ceux qui l'accueillent. Moi, je suis le chevalier et on me prend pour un fou. Mais on le prend pour un fou parce qu'on a lu la première partie. Donc c'est quelque chose de vertigineux. Et s'il n'y avait pas cette deuxième partie, la première, à mon sens, n'aurait pas cette grandeur qu'elle a maintenant. Et dans cette deuxième partie, on ne l'a pas suffisamment remarqué, des chapitres importants, et je dirais même tout le centre de la seconde partie est consacré à Sancho. Au point que quelques-uns des interprètes ont dit première partie Quichotte, deuxième partie Sancho, comme deux romans qui se rallient autour de ces deux personnages. Et là vient, je dirais, le rôle de Marcel Bataillon. Puisque finalement, la culture, nous le verrons dans un instant, la culture de Sancho, ou mieux, la culture de Cervantes, celle qui est prêtée à Sancho, puise aux racines érasmistes de la Renaissance. Pour citer ici pour la première fois, donc, Marcel Bataillon. Puis à Lucien, Luciano de Samosata, comme nous le verrons dans ce chapitre que je vous ai proposé. Mais pour faire cela, pour arriver à cela, il faut rappeler que la grande thèse de Bataillon, dans son Erasme et l'Espagne, publié chez Drose, maintenant vous avez 3 immenses volumes qui sont, je dirais, vraiment une espèce de Bible pour comprendre l'Espagne du XVIe siècle. La thèse donc de Bataillon est précisément que Cervantes est l'accomplissement de la pensée érasmienne en Espagne et en Europe. Quelle est la thèse de Bataillon? Évidemment, Bataillon travaille au moment où la guerre civile espagnole se déclenche. Sa famille reçoit même des réfugiés. Il est très engagé dans l'histoire et il ne peut pas admettre
dans son esprit qu'il y ait une mort d'Érasme et de l'héritage d'Érasme, que la contre-réforme puisse avoir gagné. Et donc, après tous les contentieux, il y a un dernier chapitre, la fin des grands érasmistes, la mort de Juan et de Alfonso de Valdés, tout ce monde finit, mais Cervantes ressurgit avec son érasmisme ironique. Ça, c'est vraiment, en quelques mots, la thèse de Marcel Bataillon. Pour lui, Cervantes est celui qui restitue Erasme à l'Europe. Donc, ni épopée chrétienne, ni relativisme à la Ortega, mais un érasmisme, et du reste, il rappelle la pluralité religieuse qui vient déjà de cela. L'auteur serait quelqu'un, n'oublions jamais cela, qui fait une espèce de transcription d'un manuscrit d'un tel Benengeli, donc de quelqu'un qui est évidemment de tradition manuscrite arabe, de tradition venant peut-être ou bien de l'Espagne du Sud ou carrément de l'Afrique du Nord. Et déjà dans ce dialogue assez curieux d'un manuscrit venant de Benengeli et d'une tradition de chevalerie venant d'Espagne et de France, de la tradition chevaleresque, à tel point qu'il dira dans un chapitre, moi, non seulement je ferai toutes les grandes prouesses faites par les chevaliers, mais je dépasserai todos los 9 de la femme. Donc tous les 9 de la renommée. J'irai au-delà. Donc c'est vraiment un résumé de culture européenne, mais sous ce signe érasmien. Ça, c'est la thèse que Bataillon a défendue avec la noblesse d'esprit qui le distinguait. Il n'a jamais fait de polémique, mais le texte est absolument clair dans ses chapitres à la fin. Alors, cette thèse qui remonte justement à 1936, donc vous voyez quel moment terrible pour la culture européenne, pour l'Espagne, etc., est publiée presque comme un manifeste de l'érasmisme à un moment où la guerre civile devient sanglante. Cette thèse sera encore soutenue en 1952 dans son cours inédit que je vais publier maintenant. Ici, il y a déjà toutes les épreuves du volume. Eh bien, ce cours de 52 au Collège de France était consacré à Cervantes et le baroque espagnol, où il cherche à débaroquiser, c'est le terme qu'il utilise, le Quichotte, en dressant une admirable histoire de la critique dont je ne vous lirai que quelques passages parce que le temps passe et je voudrais arriver au chapitre qui nous concerne. Ce qui nous intéresse, après l'époque romantique où on se baroquise avec ardeur, c'est les mots de Bataillon, ce qui nous intéresse dans la migration conquérante du mot et de l'idée, c'est-à-dire du baroque, c'est son arrivée en Espagne. Alors, je n'ai pas le temps de vous dire pourquoi Bataillon pense que le terme baroque n'est pas espagnol, mais qu'en réalité, c'est une invention, pour ainsi dire, de la critique surtout autrichienne et allemande du XIXe siècle, Wölfflin, Czerny, Dvorak, qui, avec une intention plus ou moins polémique par rapport aux pays catholiques, disent que le baroque est tout ce qu'il y a de plus farfelu et que donc baroque et contre-réforme, c'est à peu près la même chose. Et Bataillon, qui veut sauver à sa manière l'héritage Érasme et l'Espagne, dit d'une certaine manière que cette baroquisation de l'Espagne se fait, je dirais d'une certaine manière, à cause de l'union Habsbourg entre l'héritage proprement espagnol et la monarchie Habsbourg. Ceci devrait être discuté, bien évidemment. Discuté parce que j'ai montré dans mon cours à Paris, dont ces deux cours sont un peu l'accomplissement,
qu'en réalité, il y a une figure du syllogisme en barocco qui vient précisément de Petrus Hispanus, Summulae Logicales, et puis de toute la tradition qui arrivera jusqu'à... J'ai encore trouvé des syllogismes en barocco chez Hegel et Antonio Gramsci, pour vous dire. Donc, dans le 20e siècle, 19e et 20e siècle, le plus, comment dirais-je, le plus engagé politiquement. Nous n'avons pas le temps d'approfondir cela, mais il faudrait au moins discuter. Il y a une tradition propre au syllogisme en barocco qui est vraiment la base même de la logique, de la logique du Moyen-Âge, partout en Europe, qui a été hérité par les écoles des jésuites et qui circule sans problème un peu partout. Mais enfin, Bataillon nous dit, il se réfère à un article qui venait de paraître de Czerny, les origines européennes des études baroquistes dans la revue de littérature comparée, pour dire qu'en réalité, c'est un Barockgeist qui fait une soudure avec l'esprit de la contre-réforme, tout particulièrement incarné dans la compagnie de Jésus, permettant donc d'entendre chronologiquement le domaine du baroque depuis le Concile de Trente jusqu'à l'époque dite rococo, où la compagnie est supprimée et où les philosophes sont à la mode. Alors, il y a des pages magnifiques que je n'ai pas le temps de vous lire. Comme je vous ai dit, se réfère à cette tradition autrichienne et allemande, Weissbach, Wölfflin, et aussi au livre du dernier, Der Barock als Kunst der Gegenreformation. L'idée du baroque, je le cite, identifiée au Zeitgeist, à l'esprit du temps, de la contre-réforme, et servant de dénominateur d'une époque entre en Espagne, me semble-t-il, d'abord par quelques lecteurs de Asfeld. Asfeld avait écrit donc un livre sur le baroque espagnol, mais surtout quand en 1933, on traduit en espagnol l'histoire de la littérature espagnole du siècle d'or de Ludwig Flandel, où l'interprétation baroquisante triomphe, tout le mouvement de baroquisation de Cervantes est parti de là. Alors, la thèse de Bataillon est très claire. Le baroque est une conception venant d'Allemagne et d'Autriche, venant des historiens de l'art en plus, et qui est appliquée au chef-d'œuvre de Cervantes seulement à partir de 1933. Entre parenthèses, semble nous dire Bataillon, il faut nous libérer de cela. Et en effet, c'est tout ce qu'il fait dans ce cours merveilleux, très détaillé, sur Cervantes et le baroque espagnol. Alors maintenant, je viens au texte. Au texte même, est-ce que vous l'avez à l'esprit, ce chapitre 51 ? J'espère, parce qu'autrement, je ne peux pas. Je vois que l'heure avance, je n'aurai pas le temps de le lire, mais je vous le résume en tout cas. Alors, sur cette base, nous pouvons enfin lire le chapitre 51 de la deuxième partie du Quichotte, que l'édition de Francisco Rico, mais moi je me sers d'habitude de la tradition de Caravaggio, la Pléiade Caravaggio, mais là nous avons le texte espagnol, résume très bien avec le titre Sancho en su gobierno, Sancho dans son métier de gouverneur. Donc, vous pouvez peut-être le suivre dans votre mémoire en espagnol, et moi, je le résume en français, sauf à la fin, je me permets de vous lire une magnifique citation en castillan. Donc, pour résumer rapidement ce célèbre passage, il s'agit en effet d'une application stricte, je dirais, du paradoxe de menteur venant de Lucien. Alors, vous savez que Lucien a écrit une histoire véritable qui commence comme ceci. Cher lecteur,
ce récit sera plein de mensonges. Point. Mais, comme je te le dis d'ores et déjà, il est évident que je te dis la vérité, et donc l'histoire que je te raconte sera, au point de vue de l'auteur, véritable. Une histoire pleine de mensonges, déclarée comme telle, est justement invéritable. Moi, je n'ai pas dit autre chose. Je te dis que je te raconterai une histoire pleine de mensonges, et comme je te dis la vérité, eh bien, il s'agira d'une histoire véritable. Donc ça, c'est le célèbre paradoxe de la sophistique, célèbre parce que ça a eu plusieurs applications dans les siècles, le paradoxe du menteur. Eh bien, dans ce célèbre chapitre, à mon sens, l'un des plus fins, plus subtils, plus ironiques de tout le livre, de tous les deux livres, il y a cette contrainte. Comme dans les récits du Moyen-Âge, où les fleuves étaient un obstacle, n'oublions jamais que le rôle le plus important, même au point de vue religieux, chez les Romains, était le pontifex, ce qu'on dit aujourd'hui le souverain pontife. Mais il ne faut jamais oublier que pontifex signifie faiseur de pont. Hein? Simplement cela. Telle était la difficulté et l'importance pour les Romains qui font des routes partout, hein, l'importance des ponts. Et alors, encore une fois, il y a une question. Il faut traverser une rivière et donc un pont. Et la contrainte est la suivante. Quiconque traverse ce pont doit d'abord déclarer sous serment, donc il faut faire un serment, où il va et pour quelle raison. S'il dit vrai, qu'on le laisse passer, s'il ment, qu'il soit pendu à cette potence sans rémission. Donc, sous serment, quelque chose qui est évidemment qui lie, on ne peut pas faire des serments inutiles. S'il dit la vérité, il peut passer, s'il ment, il doit être pendu. Or, il y a un jour une personne qui se présente et qui dit, sous serment, il jure qu'il traversait le pont pour aller se faire pendre à la potence qu'il y avait de l'autre bout. Il dit, je traverse ce pont pour me faire pendre. Alors, évidemment, il y a là ce qu'on appelle en philosophie une aporie, parce que s'il dit la vérité, il faut le laisser passer. Mais il est sous serment, donc on est obligé de respecter le serment et donc le pendre. S'il dit la vérité, il faut le pendre. C'est ce qu'il demande, lui. Mais en même temps, comment peut-on exercer la justice en pendant quelqu'un qui a dit la vérité? Oui, l'aporie. On est dans une contrainte absolue. Et voilà la réponse de Sancho, gouverneur, face à cette aporie. Et alors, c'est une réponse admirable qui nous reconduit strictement, nous le verrons, à Bataillon. Voilà sa réponse. Il dit... je lis seulement la partie finale. Este pasajero que decís, o yo soy un porro, o él tiene la misma razón para morir que para vivir y pasar la puente. Porque si la verdad le salva, la mentira la condena igualmente. Y siendo esto así, como lo es, soy de parecer que digáis a esos señores que a mí os enviaron que, pues están en un fil las razones de condenarle o absolverle, que le dejan pasar libremente. Pues siempre es alabado más el hacer bien que mal. Y esto lo diera firmado de mi nombre, si supiera firmar. Y yo, en este caso, no he hablado de mío,
sino che se me vino a la memoria un precepto, entre otros muchos, que me dio mi amo Don Quijote, la noche antes que veniese a ser gobernador de esta ínsula, que fue que cuando la justicia estuviese en duda, me decantase y acogiese a la miséricordia. Ça, c'est vraiment le grand héritage mis dans la bouche de Sancho de toute une tradition qui remonte vraiment déjà à la philosophie classique et qui devient le leitmotiv d'Érasme. Je préfère la miséricorde au sacrifice. C'était le grand thème christique des évangiles que Érasme reprend en son compte, contre Luther, bien évidemment, et à la défense de son humanisme, et qui est répété ici quand il y a des raisons équitables pour laisser passer ou pas laisser passer, pour condamner ou pour libérer quelqu'un, eh bien, il vaut toujours mieux faire le bien que le mal. Et quand il n'y a aucune manière pour décider de la justice, c'est la miséricorde qui doit avoir le dessus. Et c'est une leçon fondamentale qui n'est pas dans la bouche de Quichotte, mais dans la bouche de Cervantes, de Sancho. Et je viens à la fin. Ce passage magnifique, inoubliable, hein, moi je le prends sur moi à chaque fois. Pour moi, mon Cervantes est ce chapitre. Hein, je vous le dis sans réserve. Nous conduit, pour conclure, à des remarques qui me semblent opportunes sur la tradition scolastique, juste pour, je ne dirais pas améliorer, mais mitiger un peu le jugement de Bataillon, notamment celle du syllogisme en barocco au XVIIe siècle, et notamment chez Cervantes. Alors, je résume, mais je viens d'apprendre que votre doyen est latiniste, donc je suis très heureux d'être dans son sillon. Eh bien, vous savez que le syllogisme en barocco est quelque chose qui a gouverné la tradition occidentale du Moyen-Âge, Petrus Hispanus, justement, jusqu'au XVIIe siècle. Alors, je vous lis simplement un texte célèbre, Epitome Totius Dialecticae, de Nicolas Massa, publié 3 fois en peu d'années, Venise 1550 et Lyon 1556 et 57. Alors, je suis obligé malheureusement de traduire du latin, mais un peu je le lirai quand même. Il dit simplement qu'il y a 19 figures de syllogisme, et pour les rappeler par cœur, on a créé des vers qui permettent comme ça de condenser et mémoriser ces figures, qu'il appelle figures faites par neotericis dialecticis, par les dialecticiens d'aujourd'hui, un peu comme les poètes néotéroi. Alors, Barbara celaren dari ferioque prioris, baralipton celantes d'abitis fapesmo, frisemorum Cesare camestres festino, barocco dari felapton dasamis datisi brocardo ferison. C'est presque comme une espèce de refrain que les étudiants appelaient par cœur, mais donc ce grand théoricien du marxisme qui fut emprisonné et puis il est mort sous le fascisme, avait fait ses écoles entre 14 et 15 ans chez les Barnabites en Sardaigne, et il se rappelait d'avoir appris les syllogismes en barocco. Donc 1906, vous voyez encore comment les choses se continuent. Hein. Eh bien, c'est une figure, le barocco, qui est très importante pour le roman. Pourquoi? Parce que il y a deux, alors pardonnez-moi, là, je suis obligé de faire un peu moi aussi le baroquisant, deux prémices, l'une majeure
plus grande, positive. Deuxième, mineure, positive, mais conclusion négative, avec un décalage. Alors, je vous donne l'exemple fait par ce Massa. Homo est anima, pardon, omne animal est substantia. Chaque animal est de la substance. Omnis homo est animal, chaque homme est un animal, ergo omnis homo est substantia. Donc, chaque homme est une substance. Ça, c'est la base positive qui s'appelle Barbara. Venons maintenant au Barocco. Donc, la base positive, c'est AAA. C'est pourquoi, d'ailleurs, ça s'appelle Barbara, non pas parce qu'il s'agit d'un raisonnement barbare, mais parce que dans le mot, il y a 3 A. Prémisse positive, ample, deuxième positive, conclusion positive. L'homme est une substance. Mais le Barocco, pourquoi Barocco? A-O-O. Tout simplement, c'est pour des raisons mnémotechniques. Et ce Barocco A-O-O signifie que la troisième est négative. Donc, quartus modus in ac secunda figura, la quatrième forme de cette deuxième figure est résumée par le terme baroque, dans lequel il y a les vocales A-O-O, qui dénote un syllogisme où il y a première partie universelle affirmative, deuxième particulière encore positive et troisième négative. Et dans ce cas-là, il y a évidemment des décalages. L'exemple le plus curieux est fourni par ce même Massa dans un autre traité de 1549, toujours loïca, c'est-à-dire logique, où il dit, pour le Barocco, l'exemple suivant. Prenons 3 éléments, l'homme, l'animal et la pierre. Et il dit, chaque homme est un animal. Ça, c'est clair. Bon. Pas de discussion, surtout après Darwin. Donc, chaque homme est un animal. D'accord. Mais, quelque pierre n'est pas un animal, donc, quelque pierre n'est pas un homme. Alors, voyez le Barocco. Parce que nous savons bien que toutes les pierres ne sont pas des hommes, sauf si on vient au mythe là de Deucalion qui lance des pierres et que les pierres deviennent des hommes. Mais normalement, aucune pierre n'est un homme. En revanche, le raisonnement en Barocco est un raisonnement qui fait un peu clic, comme Spitzer le dirait, c'est-à-dire que dans la conclusion, il y a quelque chose qui cloche. Donc, tout homme est un animal, quelque pierre n'est pas un animal, donc quelque pierre n'est pas un homme. Mais en réalité, au point de vue du raisonnement, c'est correct, au point de vue de la réalité, c'est pas vrai. Voilà le problème du syllogisme en Barocco. J'aimerais évidemment vous amuser un peu plus, mais l'heure avance et j'arrive donc aux conclusions. C'est-à-dire, prenons maintenant au sérieux quelques passages du Quichotte qui sont normalement dans les commentaires attribués à la tradition folklorique populaire, aux couches, je dirais, d'un savoir moins cultivé. Moi, je pense au contraire que c'est précisément dans ce niveau-là que le savoir de l'utilisation paradoxale du syllogisme a le plus grand développement. Et je viens surtout à ce qu'on appelle, là j'ai pris un article récent d'un savant français, les chaînes verbales ou comptent les récits randonnés, c'est-à-dire qui se suivent l'une après l'autre, que nous trouvons au final du chapitre 16 de la première partie. Alors là, vous l'avez tous par cœur, mais il faut quand même le lire parce que c'est très rythmé. La première partie, donc la partie qu'on dit toujours la plus liée aux traditions populaires, et c'est la scène incroyable où tout le monde se tape. Vous voyez, il y a c'est la nuit, il n'y a plus de bougies, l'un tape sur l'autre et il y a une grande bataille. Et l'auteur nous dit
y así como suele decirse el gato al rato, el rato la cuerda al palo, daba el arriero a Sancho, Sancho a la mozza él, el ventero a la mozza, y todos manudeaban con tanta priesa que no se daba un punto de reposo. Y fue lo bueno que al ventero se apagó el candil, y como quedaron a escuras, dábanse tan sin compasión todos el bulto que a doquiera que ponían la mano no dejaban cosa sana. Donc, partout ils portent leurs mains, rien n'est plus sain. Il y a donc une espèce de grande bataille. Alors, cette chaîne verbale, ce passage célèbre, où le ridicule vient par cette conclusion enchaînée, eh bien, moi, je ne pense pas qu'il s'agisse de quelque chose de seulement populaire, mais nous le retrouvons, comme ça, voilà, je redeviens ce que je suis, un peu français, hein, nous le trouvons dans le grand chef-d'œuvre, peut-être le plus grand chef-d'œuvre de Molière, dans le Don Juan. Dans le Don Juan même de Molière, il y a le même type d'enchaînement, seulement quelle est je dirais la vertu, hein, ou la ruse de Molière, c'est qu'il déclare plus précisément que Cervantes le fait qu'il s'agit de chaîne en barroco, c'est-à-dire vous montez, puis tac, la troisième conclusion négative vous fait descendre. Alors, il s'agit en plus du passage célèbre, le plus triste d'une certaine manière, si vous voulez, quand Don Juan reçoit son père qui vient le prier d'abandonner tous ses méfaits, et Don Juan fait l'hypocrite et il dit « Ah, j'ai décidé que maintenant je suis fatigué de mes péchés, je veux redevenir un bon chrétien. » Et bien sûr, il est un menteur parfait. Et il le dira du reste à Sganarelle en disant « Voilà la philosophie à la mode, l'hypocrisie. Moi, je suis un fervent adepte de cette nouvelle mode, c'est-à-dire l'hypocrisie. » Alors, Sganarelle, à son tour, et ça c'est vraiment l'invention vertigineuse de Molière, fait un discours contre l'hypocrisie. Discours très fin, très subtil. Encore une fois, Sganarelle représente comme Sancho une espèce de contre-philosophie, mais qui se termine en barocco d'une manière extraordinaire. Alors, Sganarelle, ô ciel, qu'entendais-je ici? Il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour nous achever de tout point. Et voilà le comble des abominations. Faites-moi tout ce qu'il vous plaira. Battez-moi, assommez-moi de coups, tuez-moi, si vous voulez, mais il faut que je décharge mon cœur. Et voilà quelle est la déclaration de Sganarelle. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle se brise. Donc la cruche, le pot, hein, le pot. Alors ça c'est un adage exactement comme dans le texte que nous avons lu de Cervantes. Mais après il y a la suite. Et comme dit fort bien cet auteur que je ne connais pas. Donc il fait une référence à un auteur dont il ne cite pas la source. L'homme est en ce monde ainsi que l'oiseau sur la branche. La branche est attachée à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour. Voilà, déjà le décalage. Hein. Mais ça ne se termine pas comme ça. À la cour sont les courtisans. Les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme
est ce qui nous donne la vie finit par la mort. Puis il reprend. La mort nous fait penser au ciel. Le ciel au-dessus de la terre n'est point la mer. Barocco. Reprend. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote. Un bon pilote a de la prudence. La prudence n'est pas des jeunes gens. En Barocco. Et pour terminer, et alors cette fois sérieusement, vous voyez comment il applique. Les riches ne sont pas pauvres. Les pauvres ont de la nécessité. La nécessité n'a point de loi. Qui n'a pas de loi est une bête brute. Et c'est par conséquent que vous serez damnés à tous les diables. Voilà. Évidemment, Don Juan a compris qu'il s'agit d'un raisonnement en Barocco, et au lieu de dire « mais vous êtes farfelu », il dit « ah, le bon raisonnement ». Mais il ne nie pas qu'il s'agit d'un vrai raisonnement. Simplement, pour comprendre ces textes du XVIIe siècle, aussi bien Cervantes que Molière, il faut avoir l'appareil de leur formation. Et la logique et le syllogisme étaient absolument à la base de leur formation. Maintenant, je termine. Pour conclure, ma proposition, ma suggestion est la suivante. Il faut restituer le Quichotte à la tradition d'une logique paradoxale, logique en Barocco, qui dissout les chaînes des causes, première, seconde, ultime, pour y introduire conciliation véritable, me semble-t-il, entre Unamuno et Ortega, la dialectique de la conversation entre les opposés, entre les hommes, comme enfin le reconnaît, peut-être avec quelques pointes de trop, Unamuno même, en concédant, sans le citer, enfin à Montaigne, un rôle inattendu et fécond dans la pensée de Cervantes. Et je termine par cette citation tout à fait inattendue qui pourtant apparaît, c'est que, à mon sens, les textes forcent la pensée des critiques et s'imposent finalement quand on travaille, je dirais, bras à bras avec l'auteur. Unos de esos que se dedican a la llamada filosofía dirán que Don Quijote estableció en esa plática con Sancho la doctrina ya famosa de la relatividad del conocimiento. Claro está que todo es relativo, pero ¿no es relativa también la relatividad misma? Lui aussi, il devient maintenant une espèce de philosophe syllogistique. No es relativa a la relatividad misma. Y jugando con los conceptos, o no sé si con los vocablos podría decirse que todo es absoluto. Absoluto en sí, relativo en relación a lo demás. Absoluto en sí, Quichotte, relativo au reste, Sancho. La lógica de Sancho era una lógica como la escolástica. Alors, il entre vraiment dans le sujet. La lógica de Sancho era una lógica como la escolástica, puramente verbal, partía del supuesto de que todos queremos decir lo mismo cuando expresamos las mismas parábolas. Y Don Quijote sabía que con las mismas parábolas solemos decir cosas opuestas y con opuestas palabras las mismas cosas, gracias a lo cual podemos conversar y entendernos. Incroyable, hein? On part d'un texte pratiquement manifeste de l'identité espagnole comme mystique, et on termine avec cette reconnaissance de la nécessité
de respecter en même temps l'absolu qui est en nous, chacun de nous un absolu, et la nécessité pour entretenir une conversation de reconnaître que c'est un absolu relatif. Et je dirais que là, la conversation continue qui se fait entre Quichotte et Sancho est le plus beau manuel, non seulement de compréhension, mais aussi, je dirais, de logique, prenons ça dans les termes cette fois d'Ortega, capable de réabsorber les contingences de chacun de nous. Je ne vais pas conclure en essayant de faire à mon tour une espèce de conciliation dialectique des opposés, mais c'est vrai que nous retrouvons, grâce à Cervantes, cette respiration universelle que Cervantes nous donne toujours et qui le pose, à mon sens, au centre aujourd'hui d'une compréhension européenne. Donc, longue vie à Cervantes et à Sancho, non seulement à Quijote. Merci beaucoup. Muchas gracias al profesor Ossola por una exposición tan densa, llena de referencias intertextuales y de la que hemos aprendido tanto y me parece tan sugerente. Decía al principio en la presentación que Cervantes está en el centro del canon de la literatura occidental. Creo que con las palabras que acabamos de escuchar se ha podido demostrar, ¿no?, que esto es así, entre otras cosas porque tenemos la obligación de actualizar a los clásicos cada generación, y como lo ha hecho Unamuno, después Ortega, tenemos que hacerlo también. Y esto en el caso del Quijote es verdaderamente difícil porque es una selva textual. Cada pasaje, cada episodio, cada personaje ha generado una tal bibliografía que es muy difícil abrir nuevas interpretaciones, sugerir nuevos caminos, y sin embargo estamos viendo que se puede hacer. Tenemos un tiempo para abrir un turno de intervención. Entonces, pues si alguien de la sala quiere plantear alguna cuestión al profesor, pues creo que es el momento de hacerlo. Comprendo el castellano, je répondrai en français. Donc on fera... Abuso yo entonces un poco de mi posición en la mesa, ¿no?, porque ya digo que me parece muy sugerente y hay muchas posibilidades de plantear cuestiones, ¿no? Entonces se me ocurre, al hilo de lo que ha expuesto el profesor Ossola, si podemos hablar solo de la paradoja en el sentido, por ejemplo, en este episodio, o si podíamos hablar que el libro de Cervantes en su conjunto es un libro paradójico. Por ejemplo, el personaje de Sancho, un simple cuerdo; el personaje del Quijote, un loco entreverado, ¿no?, un loco también que... Entonces, si los personajes, incluso la propia visión de Cervantes, en un sentido más amplio, podría ser paradójica también. Vous avez raison. Merci de traduire. Hein. Merci. Non, vous avez complètement raison. N'oublions pas, pour augmenter le caractère paradoxal de l'ensemble, qu'à la fin, avec quelque chose qui nous paraît presque regrettable, Quichotte décide de jeter, d'oublier les livres de chevalerie. Et il veut devenir berger en Arcadie. Il demande à ses compagnons de le suivre dans cette nouvelle aventure qui serait quelque chose complètement contraire à la chevalerie. La chevalerie est aventure et chemin, l'Arcadie est repos et contemplation. La chevalerie est prouesse, bataille, geste héroïque, et l'Arcadie est une vie paisible parmi les bergers. Ils inventent aussi les noms, toute une série de noms
qui sont complètement ridicules. Est-ce que là, il n'y a pas, encore une fois, une mise en scène d'une espèce de paradoxe dont Quichotte veut se soigner, pour ainsi dire, de l'absolu précédent, eh bien, il lance notre absolu. Notre absolu, déjà complètement fané, parce qu'il se réfère surtout à l'Arcadie de Sannazaro, mais il reste fidèle à soi-même. Si je dois abandonner un grand absolu, la chevalerie, eh bien, je le remplace avec un autre absolu, lui aussi perdu et perdant, c'est-à-dire l'Arcadie. C'est les dernières pages qui sont vraiment quelque chose d'extraordinaire. En plus, ses compagnons, et notamment Sancho, commencent déjà à savourer et caresser les noms qu'ils auront en Arcadie. C'est vraiment incroyable tout cela, et c'est les dernières pages avant la fin du roman. Donc, d'une certaine manière, la forme paradoxale ne cède jamais, même à la fin, et je dirais presque qu'il y a une augmentation de paradoxe en prenant quelqu'un qui commence avec le mythe des livres de chevalerie et termine avec le mythe non réalisé des livres d'Arcadie, c'est-à-dire presque, je dirais, un royaume absolu de la littérature, contre toute évidence, toute réalité historique, etc. Si on pense aux textes contemporains d'autres auteurs espagnols qui voient déjà cela comme une... prenons par exemple quelques-unes des Soledades. Bien sûr que le thème c'est encore les nymphes, les noms, en tout cas, ce sont des noms d'Arcadie, mais tout cela est déjà dans une contemplation presque mélancolique. Tandis que chez Cervantes, vous m'obligez à changer, eh bien, je prends encore quelque chose de plus radicalement inutile, c'est-à-dire l'Arcadie, ce qui est vraiment sublime à mon sens. Là, oui, une mort héroïque. Il ne concède rien. Sauf que, alors, dans quelques petits paragraphes, comme il est rentré désormais au village, il y a comme un basso continuo, je ne sais pas comment le dire en espagnol, un basso continuo représenté par les femmes du village, surtout les femmes de leur famille qui n'en peuvent plus. Et quand ils entendent ces noms d'Arcadie, ils disent, ben alors c'est fini. Il est vraiment fou furieux. Donc, paradoxalement, là, il y a aussi une critique qui vient à l'intérieur du récit par les femmes qui sont plus ou moins désespérées, mais enfin heureuses d'avoir récupéré, d'avoir repris au village ce bonhomme, et donc le remettre d'une certaine manière dans la vraisemblance, et puis voilà, les noms de bergers d'Arcadie, alors c'est fini, c'est perdu. Et c'est comme ça que le roman se termine. La partie finale, il faut la lire vraiment au ralenti pour retrouver cette extraordinaire puissance de la cohérence du Quichotte et avec lui de Cervantes. Je ne sais pas si j'ai répondu. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno. Pues yo lo que tengo también muchas ganas es de ver el... sí, pero, sí, Óscar, por favor. Gracias por su magnífica exposición. Una pregunta seguramente insustancial. Solo teniendo en cuenta las palabras del texto, Sancho Panza, ¿esto que diferenciaría la misericordia vista de la misericordia cristiana? Que ha hecho referencia en su exposición. La misericordia del texto es la misericordia del texto, no, pardon, la miséricorde est substantif, sans adjectif ajouté, mais parce que la miséricorde était, comment dirais-je, l'emblème même de l'héritage chrétien. Il n'y avait pas besoin d'adjectifs. Cela dit, alors un jour, j'ai eu un dialogue
à France Culture avec Abdelhada Meddeb, qui est un savant arabe qui est implanté à Paris depuis longtemps et qui étudie surtout Ibn Arabi, donc la tradition espagnole de la philosophie arabe. Il dit, mais tu sais, chez nous, le miséricorde, Allah est le miséricorde. Alors il disait, comme le manuscrit vient de Benengeli, peut-être Cervantes avait ici à l'esprit un terme qui aurait pu réunir les comment dirais-je, les différentes positions au cœur de la Méditerranée. Je ne sais pas, à mon sens, c'est un peu hasardeux, mais au point de vue technique, c'est-à-dire Allah est le miséricordieux, ça on ne peut pas le nier, dans le texte coranique, Allah est le miséricordieux. Donc, préférer la miséricorde à la justice, ça c'est déjà dans l'Ancien Testament et dans les Évangiles, mais aussi bien on peut le trouver dans cette tradition. Donc je ne sais pas si il faut ajouter ou pas un adjectif. Là, c'est une espèce, comment dirais-je, de valeur absolue qu'on attribuait déjà aussi, il faut le dire, il ne faut pas oublier, à la tradition païenne, surtout à la nouvelle, à la tradition stoïcienne du 1er siècle, disons, de Sénèque à Marc Aurèle. L'importance plus grande de la miséricorde par rapport à la justice. C'est un grand thème, je dirais, de la sagesse occidentale. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Oui. Volevo chiedere, si può parlare di differenti paradossi all'interno di tutta l'opera del Quixote? Nel senso che anche nel capitolo 51 della seconda parte possiamo vedere sia un paradosso a livello di sillogismo, però anche un paradosso nel senso che Sancho, che dovrebbe essere un sempliciotto, un contadino, si rivela essere più saggio e più misericordioso, più saggio e capace di creare leggi migliori per Barataria rispetto a tutti i governi precedenti e successivi. Quindi è un paradosso differente, non è sillogistico, è un esempio. Secondo me, vorrei sapere la sua opinione, se si può definire il Quixote come un'opera in cui sono presenti diversi tipi di paradosso e se per caso può indicarci qualche altro esempio. Qu'est-ce que je dois faire? Répondre en italien ou en italien? No. En français. No, le risponderò in francese perché così abbiamo la traduzione per tutti. Poi continueremo in italiano. Voilà, très belle question qui me permet d'ajouter peut-être 2 ou 3 petites remarques. Alors, la première, sur cette tradition paradoxale espagnole, mais je vous ai dit, je viendrai travailler parce que je voudrais savoir, pour d'autres passages que je n'ai pas cités, il me semble qu'il y a une présence assez détaillée du Gargantua de Rabelais. Donc il faut que je vienne voir la circulation de nos bibliothèques, aussi bien en France qu'en Italie. Difficile de savoir, il y a quelques premières traductions, mais il y a aussi des textes qui passent avant d'être traduits. Mais en tout cas, nous avons un point sûr, c'est que le plus grand texte paradoxal de toute la littérature latine occidentale, c'est-à-dire le Momus de Léon Battista Alberti, a été traduit et publié en Espagne avant Quichotte. Un texte fondamental. Là, tout est paradoxal.
sauf la stupeur. Le dieu stupor est le seul qui arrive à se mélanger aux hommes. Les autres se font remplacer par des statues. Tout est paradoxal. Momus même, humus, il y a tout un jeu de lettres, de mots. Donc c'est un texte qui circule déjà bien avant Cervantes en Espagne. Donc cette tradition paradoxale est certaine. Bataillon consacre aussi quelques chapitres à la circulation de Lucien en Espagne au XVIe siècle. Lucien est un auteur fondamental pour comprendre le XVIe. Et j'ajouterai aussi, puisque nous l'avons évoqué avec Unamuno, les traductions des rêves d'Artémidore. C'est un terrain, je viens de republier là, comme vous l'avez évoqué, mon Automne de la Renaissance, et comme c'était un ouvrage de jeunesse, je n'ai pas osé trop changer, parce qu'autrement j'aurais tout dû réécrire, mais j'ai ajouté des conclusions nouvelles, où j'ai repris en charge cette tradition de la circulation des rêves d'Artémidore, parce que ce n'est pas des rêves de consolation, des rêves comme les fées, etc. Non, c'est des rêves très freudiennes. Et le dernier livre des rêves se termine, n'oublions pas, et ça aussi a été traduit, se termine par des cas de rêves réalisés. Et dans la plupart des cas, il s'agit de rêves, des rêves freudiens, c'est-à-dire des rêves où le phallus est amputé, etc. Constamment. Dommage que Freud n'a pas eu à l'esprit le final du dernier livre des rêves d'Artémidore. Donc il y a toute une renaissance extrêmement paradoxale et qui va nourrir bien évidemment le XVIIe siècle. Deuxième partie de votre question, est-ce que il y a le paradoxe du syllogisme barocco, mais il y a aussi les autres paradoxes, d'autres traditions paradoxales. Vous avez certainement raison. Moi, j'ai pris cet élément-là parce que je voulais aussi un peu, je ne dirais pas corriger, je ne le ferai jamais. J'ai même la photo de Bataillon dans mon bureau. Je ne le ferai jamais. Mais un peu essayer de nuancer, de nuancer l'idée que le baroque est venu seulement dans les années 30 grâce aux Allemands et aux Autrichiens. Non, c'était déjà bien présent dans cette forme très paradoxale. Et je voudrais ajouter quelque chose qui réunit bien évidemment nos civilisations, nos langues, nos littératures. Vous savez, la Méditerranée aujourd'hui est cloisonnée. Il y a des barrières partout, c'est sanglant, c'est humiliant pour l'humanité. Dans les époques où nous sommes maintenant les témoins avec ces textes, tout était moins compliqué. Il y avait une circulation énorme, grâce à la médiation juive, du reste, des marchands juifs un peu partout dans la Méditerranée. Salonique, Odessa, Chypre, Alexandrie, Tunis, Marseille et à peu près toute l'Espagne. Livourne en Italie, etc. Et l'un des caractères qui unit la Méditerranée a été mis en lumière par un Italien né à Alexandrie, avec une culture européenne parce que sa maman avait une boulangerie où les employés, les garçons de boulangerie étaient des Arabes. Après, il fait des études à Paris, rentre en Italie et puis il part en Amérique latine. Donc c'est pour vous dire l'ensemble de cette formation. Giuseppe Ungaretti, justement, écrit en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, un texte admirable que je voudrais traduire en toutes les langues du monde, le mythe du fakir. Le fakir est en même temps le pauvre, le prophète, celui qui peut parler au roi, le fou et l'homme de peine. L'homme de peine au sens français, c'est-à-dire l'homme de fatigue, mais aussi l'homme de peine, c'est-à-dire qui prend sur soi le mal du monde. Et n'oublions pas, l'un des premiers
poème de Ungaretti en 1916, dit, en se nommant Ungaretti, uomo di pena, ti basta un'illusione per farti coraggio. Ungaretti, homme de peine, une illusion te suffit pour te faire du courage. Donc, vous voyez, alors, cette tradition du fakir, le pauvre, le béni, le fou, l'exclu et le prophète, tout cela dans ce texte admirable qui fait la circulation de la Méditerranée, dans le texte d'Ungaretti, est aussi le thème qui est mis à la fin d'un livre merveilleux de Giuseppe Prezzolini sur les 2 livres qui fondent, puisque nous avons parlé un peu d'identité espagnole, pour lui, Prezzolini, qui était un homme assez curieux, qui fonde l'identité italienne. Quels sont les 2 ? Ces 2 textes paradoxaux. D'un côté, c'est Bertoldo de Giulio Cesare Croce, celui qui, comme Sancho, accepte la punition. Il doit être pendu. Simplement, il demande de choisir l'arbre auquel il doit être pendu. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il choisit un buisson comme ça, de sorte qu'il est pendu, mais il ne meurt pas. Voilà. Et l'autre est le texte le plus paradoxal de toute la littérature européenne avec Cervantes, c'est-à-dire le Pinocchio de Collodi. Il y a même un protagoniste qui est une pièce de bois, qui devient enfant, qui se transforme, qui meurt 2 fois, etc., etc. Et là aussi, c'était quelque chose de très populaire, mais très paradoxal. Je pense que nous devrions travailler un peu plus dans toutes les littératures ce courant non sublime. Malheureusement, les poétiques littéraires sont souvent trop sublimes, mais si nous commençons à regarder, nous avons évoqué 2 auteurs, mais prenons l'Allemagne de Etia Hoffmann ou de Hebel, prenons une tradition française entre Rabelais et Montaigne. Il y a toujours Montaigne qui a le dessus, mais Rabelais a circulé partout en Europe. Alors, prenons Rabelais. Et bien, un peu partout, quand vous interrogez un russe, c'est-à-dire quelqu'un qui commence à regarder Dostoïevski, Tourgueniev, etc., comme des gens qui allaient jouer, ce qui était du reste la vérité, dans les casinos de Baden-Baden, etc. Et alors vous leur demandez quels sont leurs auteurs, les vrais Russes, eh bien c'est des gens qui ont pratiqué le genre paradoxal jusqu'à la limite, c'est-à-dire Pouchkine et surtout Lieshkov. Vous voyez, si on commence un peu à creuser dans ce terrain, est-ce que vraiment le sublime a le dessus en Europe ? Moi, je pense que, ma tâche à moi, personnelle, pour des raisons, chacun de nous a ses raisons, que la raison ne connaît pas, eh bien, je serais plutôt pour essayer de donner des thèses aux jeunes pour sortir du sublime et aller plutôt vers cette tradition paradoxale où vous rencontrez tout. Il n'y a aucune source, aucun strate social, aucune tradition dans le paradoxe qui peut être qui est oubliée. Donc voilà, je vous remercie pour cette question et je partage votre avis simplement. Alors là, il faut vraiment faire beaucoup de travail, beaucoup de travail. Yo creo que ya, no sé si alguna pregunta más o una última, o si no, damos ya en el Après, madame, vous aviez... Non, Ah non, yo creí que... Ah, d'accord. Pues ha sido un placer, un honor compartir con esta sesión con el profesor Ossola, con el resto de los miembros de la mesa, de las personas que están en la mesa, y bueno, creo que tenemos... Sí. Bueno, queremos en nombre de todos los asistentes dar las gracias al profesor Ossola por esta magnífica exposición. Yo creo que nos ha atrapado plenamente en su razonamiento. Bueno, hemos aprendido muchas cuestiones y sobre todo la importancia que tiene esa capacidad de dialectaliser en francés, de poner a dialogar, a conversar puntos de vista distintos y perspectivas diferentes.
hemos sabido que no solamente ha llegado a estas conclusiones, sino que tiene abiertas otras investigaciones en torno a dos figuras tan importantes como Don Quijote y Sancho, y desde luego yo creo que le vamos a hacer el encargo que vuelva de nuevo a la Universidad Autónoma de Madrid cuando vuelva a estar invitado por la Casa de Velázquez, y desde luego nos gustaría compartir sus nuevos trabajos. La prochaine fois sera en castellano. Je vous promets que je rédigerai mon texte. Así que bueno, muchísimas gracias también a todos los aquí presentes y bueno, pues nada, levantamos esta sesión. Gracias. Merci beaucoup. Merci. Sit down.